Cyrnéa, bonjour. Aujourd'hui avec notre ami Nicolas Finel. Richard, Nicolas. Richard Finel. Nicolas, c'est le marchand de vin. Oui, Richard Finel. Donc, Offenbach, vaste programme. Vaste programme, grand compositeur. Il n'a pas arrêté une seule fois dans sa vie. Non, ça a été un grand compositeur de tout, d'ailleurs, parce qu'on connaît essentiellement ses opérettes. Oui. Mais il a écrit beaucoup pour instruments, des ballets. Non, c'est un compositeur prolifique. Alors, assez complet. Et qui représente bien, c'est un beau reflet, me semble-t-il, de la société du Second Empire. Ah, totalement, dont il était un des fers de lance et très aimé des grands de ce monde. Très aimé, très apprécié. Alors, notre Jacob Offenbach, parce qu'il est juif d'origine, il est allemand. C'est pas une tare. Non, pas du tout. Il est né à Cologne le 20 juin 1819. Il est le 7e enfant de Isaac Judah Offenbach et qui abandonne son métier de relieur pour mener une vie itinérante de chantre de synagogue. Il est aussi violoncelliste de café, puis il donne des leçons de violon, de chant, de flûte et de composition. Donc on voit déjà à la base qu'il est dans une famille d'artistes, une famille de musiciens, de chanteurs, qu'il pratique beaucoup d'instruments. Donc lui aussi pratiquera beaucoup d'instruments. À 6 ans, il apprend le violon avec son père et compose des chansons et des danses. Donc là, on voit tout de suite que dès la pré-enfance, il est porté sur la composition. À 9 ans, il étudie le violoncelle avec le grand Bernard Breuer et bien vite l'élève dépasse le maître. Avec ses frères et sœurs, il joue dans des dancings locaux et son père l'envoie étudier avec son frère Julius à Paris. Donc là, on les envoie étudier la musique à Paris. Il rentre au conservatoire. Le directeur est Cherubini, qui accepte d'écouter le jeune musicien et qui a cette répartie extraordinaire. Assez jeune homme, vous êtes maintenant un élève du conservatoire. Donc il n'a pas eu besoin de jouer des morceaux entiers. Pour être admis tout de suite, le directeur a bien compris qu'il avait là un élève qui allait aller loin. Alors, il change de nom parce que évidemment son nom et sa nationalité ne sont pas très très bien vus pour être admis au Conservatoire de Paris. Donc, il se fait appeler Jacques Offenbach. Et puis, il peut ainsi suivre ses humanités au conservatoire. Il quitte le conservatoire et trouve quelques emplois temporaires dans les orchestres. Il suit des cours avec Louis Norbert, Fromental, à Lévis, qui lui donne des leçons. Et cet Halévy est l'oncle de Halévy, que nous verrons plus tard, qui a écrit les livrets des opérettes pour Offenbach. Dans le salon de la comtesse de Vaux, il fait la connaissance d'Hermine d'Alquin, fille d'un général carliste. Il tombe amoureux, il se convertit au catholicisme, il est baptisé à la Madeleine. Il se convertit par amour. Par amour. De sa dulcinée, il se convertit au catholicisme. Et c'est de là que vient cette boutade que l'on dit quand quelqu'un n'est pas catholique, il est encore baptisé à la Madeleine, celui-là. Eh bien, ça vient d'Offenbach. Ça vient d'Offenbach parce que lui a été baptisé à la Madeleine. Le mariage sera heureux toute leur vie, malgré quelques coups de canif de Jacques. Ça, il a eu quand même plusieurs maîtresses, notamment dans ses interprètes. Les tentations étaient grandes. Ah, les tentations étaient grandes. Et c'est dans ces salons qu'il fréquente qu'il va proposer ses premières compositions. Il devient un chef occasionnel à l'Opéra Comique, donc là on voit qu'il rentre quand même dans le métier lyrique, petit à petit, et le directeur de la Comédie Française l'engage comme directeur musical de la Maison de Molière. Voilà, on voit qu'il progresse petit à petit, mais par les grandes portes, malgré tout. L'Opéra Comique, à l'époque, ça représente vraiment quelque chose, et la Comédie Française, c'est pas la MJC de la Place Colette qu'on en a aujourd'hui. C'était des maisons qui se respectaient.
Alors, entre 1853 et 1855, il écrit ses premières opérettes, les opérettes en un acte. Alors ça, il y en a beaucoup qui ne sont pas des chefs-d'œuvre, hein, loin de là, comme l'île du Tulipatan, les deux aveugles, Croquefer, tout ça, ce sont pas des grandes partitions, mais ça a le mérite d'être gai, sympathique, on s'amuse, donc ça plaît au public de l'époque. Il est encouragé par un autre musicien qui a fait aussi presque toute sa carrière dans l'opérette, c'est Hervé, qui lui a écrit des partitions beaucoup plus intéressantes, comme Mamselle Nitouche ou Le Petit Faust, qui sont deux petits chefs-d'œuvre. Offenbach est joué aux Folies Nouvelles à Paris, avec un titre extraordinaire, Oh ya ya yé ou La Reine des Îles. D'accord. Voilà, donc fallait le trouver quand même. Oh ya ya, c'était. Il prend Ludovic Halévy, donc le neveu, comme on l'a vu, de son maître comme librettiste. Il crée Les Deux Aveugles, qui a quand même un franc succès. Puis le violonneux, qui révèle au public celle qui va être la grande cantatrice du Second Empire, la grande créatrice des opérettes d'Offenbach, Hortense Schneider. Puis Offenbach s'installe à la salle Choiseul, puis au Bouffe parisien, qui deviendra son théâtre, puisqu'il en sera le directeur et le propriétaire. Et les salles sont combles, mais le déficit s'accroît de plus en plus. C'est vrai que l'opérette est un métier merveilleux, mais qui coûte très cher. À cause des décors. À cause des décors, à cause des costumes, à cause des personnages qu'il faut payer, des chœurs, car il faut un cadre de chœur, d'un ballet, d'un orchestre. C'est vrai que ce sont des spectacles qui coûtent très cher. Évidemment, ne percevant aucune subvention, on est vite en déficit, même si la salle est pleine. Le plateau coûte plus cher que la recette. Et ça, tout le monde le connaîtra de tout temps, de toute façon. Alors en 58, le gouvernement lève la restriction sur le nombre d'artistes dans les spectacles, parce qu'il y avait une loi qui interdisait plus de 4 ou 5 artistes par ouvrage. C'est pour ça qu'il avait écrit ses pièces en un acte, où il y avait que très peu de personnages. Là, on lève cette interdiction, et il écrit des œuvres beaucoup plus ambitieuses, dont Orphée aux Enfers, qu'il remontera toujours quand les caisses sont vides, car il sait que c'est un tube. Hein, pour l'époque, c'est un énorme succès. Les décors sont de Gustave Doré et les costumes sont somptueux. 20 protagonistes, plus un chœur, un ballet, un orchestre. Eh bien, évidemment, ça plaît au public et ça marche. Malgré tout, on fustige Offenbach et on fustige l'opérette pour profanation et irrévérence de la mythologie romaine. Et ça, c'est Jules Janin, le critique, très connu à l'époque, et dans son journal des débats, il fustige, l'opérette. Voilà, c'est pas très bien vu de se moquer de la mythologie, mais justement, c'est ce qui a plu au public, parce que Offenbach la traitait avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amusement. Et le public avait besoin de s'amuser. Le Second Empire est une époque joyeuse, une époque faste. Donc les gens aiment à sortir, aiment s'amuser, et c'est pour ça que Offenbach fait mouche à chaque fois. Alors après vient Geneviève de Brabant, qui marchera bien, mais qui n'est pas restée dans le répertoire. Ça n'est pas resté. Dans les années 1860, qui sont pour Offenbach les plus réussies, il est nommé d'ailleurs chevalier de la Légion d'honneur, comme quoi on n'avait pas honte des gens qui font ce métier professionnellement. On récompensait les valeurs et les talents. Et il obtient bien sûr, grâce à tout ça, de nombreux succès. Alors il va écrire toutes les pièces que nous connaissons, qui sont toujours jouées de nos jours et qui font toujours recette. La Belle Hélène, bien sûr, avec Hortense Schneider. La Vie parisienne. La Grande Duchesse de Gerolstein, toujours avec Hortense Schneider, La Péricole, avec Hortense Schneider, et il s'adjoint Henri Mellac à Lévy pour les livrets. Fait qu'il aura 2 librettistes qui travailleront ensemble pour mener à bien le livret.
Hortense Schneider devient une véritable star à l'époque. C'est vraiment la Madonna d'aujourd'hui. Elle est vraiment la grande vedette de la scène musicale française. Mais elle avait un caractère de cochon. Les répétitions de La Belle Hélène aux variétés sont tumultueuses. Il y avait la personne qui interprétait le rôle d'Oreste, parce qu'à l'époque, on faisait jouer les jeunes hommes par des femmes, et des femmes jeunes. Et cette dernière avait en aberration le ver, car on dit qu'au théâtre, le ver porte malheur. Ça m'est jamais arrivé d'avoir un malheur parce que je portais du ver, mais enfin bon, c'est une vieille peur, une vieille crainte, et évidemment, Hortense Schneider était arrivée tout de verre vêtu. Donc l'autre a piqué une crise, a fait une syncope, enfin, et Hortense Schneider était ravie, parce qu'elle a bien montré une fois de plus que c'était elle la vedette, et pas les autres. Alors à cette époque-là, elle devient aussi la maîtresse d'Offenbach. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Elle fréquente aussi le journaliste critique Édouard Doudard, qu'elle appelait Doudou, et qui a été aussi son ami, appelons-le comme ça. Et notre Hortense va créer, 2 jours avant l'ouverture de l'exposition universelle, la Grande Duchesse. Ce qui fait que quand elle ira en calèche à l'ouverture de l'exposition, on demande les noms, bien sûr, il y avait un aboyeur, donc le prince de Galles, le roi de Monténégro, le ci, le ça, etc. Et vous, la grande duchesse de Gerolstein. Et elle est rentrée comme ça, sans avoir d'invitation, au culot, mais en disant qu'elle était la grande duchesse de Gerolstein. C'est quand même extraordinaire. C'est à cette époque aussi où elle est énormément courtisée par les princes et rois d'Europe, et elle reçoit beaucoup de cadeaux de tous ces prétendants, parce que c'est plus des princes comme le futur Édouard VII, ou des personnages comme ça, qui ont bien connu le lit d'Hortense Schneider. Voilà, donc elle. Lors de leur voyage à Paris. Pardon ? Lors de leur voyage. Oui, lors de leur voyage à Paris, c'est tous ces princes adoraient l'opérette, adoraient ce genre de spectacle. Et puis après, on se laissait aller, quoi. Donc c'est pour ça qu'on appellera Hortense Schneider le passage des princes. Voilà. Car il y en a pas mal qui sont non seulement passés, mais arrêtés. C'est à cette époque où il va côtoyer beaucoup le duc de Morny, le demi-frère de Napoléon III, le fils de la reine Hortense, et le petit-fils de Talleyrand. Drôle de personnage. Drôle de personnage. Son père, le duc de Flao, lui-même fils naturel de Talleyrand, et Morny, fils naturel de Flao. Bon, c'est un peu une continuité de naturel, mais il ressemblait beaucoup à Napoléon III, il ressemblait beaucoup à son frère, et il a été ministre du temps de son frère Napoléon III. Et comme il aimait beaucoup l'opérette, il se plaisait à taquiner la muse lui aussi, et à écrire des pièces et des livrets d'opérette. C'est comme ça qu'il a écrit le livret de Monsieur Choufleury, qui a bien marché, qui était assez amusant, et qu'on joue encore de temps en temps, mais enfin rarement. Voilà, ce qui prouve qu'à l'époque, les ministres savaient s'encanailler avec l'opérette et le lyrique léger. En 1970, évidemment, là l'époque change. 1800. Qu'est-ce que j'ai dit ? 1900. Ah non, 1900, pauvre homme. Là, non. 1870, oui. Bien sûr. Oui. Non, le pauvre Offenbach, là, je ne pense pas qu'il aurait tenu jusque-là. Ah bah oui. Oui, en 1870, alors Offenbach s'installe avec sa famille à Étretat pour être à l'abri des conflits, puis à Saint-Sébastien. Mais sa musique est en disgrâce, car il est d'origine allemande, évidemment, puisque c'est la guerre de 70 contre la Prusse. Évidemment, ça ne va pas du tout.
Malgré tout, à la fin 1871, Paris est redevenu calme, normal. Offenbach met fin à son exil volontaire. Il écrit Le Roi Carotte, La Jolie Parfumeuse, et part pour l'Angleterre comme invité du prince de Galles, le futur Édouard VII, où il va donner des représentations de ses ouvrages à Londres. En 1876, il fait une tournée aux États-Unis qui va permettre de payer ses dettes. Car la tournée est un gros succès, il va engranger beaucoup d'argent, donc il pourra ainsi payer ses dettes. Quand on nous bassine aujourd'hui comme quoi telle ou telle personne vont en Amérique, etc., c'est pas d'aujourd'hui. Et il faudrait quand même qu'on se rappelle que les compositeurs français ont été connus en Amérique il y a bien longtemps et qu'on n'a rien inventé quand même, et qu'on devrait se rapprocher un petit peu plus de notre histoire. Et puis il arrive à la fin de sa vie, à la fin de son écriture, où il écrit Madame Favart et la célèbre Fille du tambour-major, qui a été un gros succès et qu'on joue toujours, notamment le 11 novembre, dans les théâtres de province, parce que comme il y a souvent une clique dans le coin, il y a toujours un passage où quand les Français rentrent dans Milan, on fait venir la clique sur scène et ça fait toujours un bel effet et le public est content de voir sa fanfare interpréter les airs sur la scène du théâtre. Il est taraudé par une idée. Il aimerait laisser un opéra avant de mourir. Donc, il commence à écrire, mais il souffre de la goutte. Et on est souvent obligé de le porter sur une chaise pour le faire changer de pièce, etc., tellement il souffre de la goutte. Mais malgré tout, il commence à écrire le seul opéra que je n'écrira jamais, c'est Les Contes d'Hoffmann. Il se sent partir, et on l'entend même dire à son chien, Klenzak, « Je donnerai tout pour assister à la première. » Donc il est très malade quand il écrit cet opéra. Il ne le terminera pas. Ernest Guiraud finit l'orchestration, change certains morceaux de la pièce, certaines finales, etc. Il réadapte, on va dire, la partition, qui est partition orpheline. Évidemment, le maître n'est plus là. Offenbach meurt à Paris en 1880, à 61 ans, d'une insuffisance cardiaque due à la goutte. Il a droit à des funérailles d'État, malgré tout, et il est enterré au cimetière Montmartre. Voilà. Alors que dire du style Offenbach? C'est un style joyeux, original, plein de vie, aux jolies mélodies, comme par exemple l'air de Paris, Saumon Ida, c'est très joli. Des chansons comiques, comme Pif Paf Pouf, du général Boum dans La Grande Duchesse de Gerolstein, ou Votre habit a craqué dans l'eau de La vie parisienne. Bon, puis il y a de très belles mélodies, comme la chanson de la Péricole, ou celle de Fortunio, et puis Dites-lui de La Grande Duchesse. La chanson de la poupée des Contes d'Hoffmann, qui est magnifique, écrite pour Coloratour, et puis le Sabre de mon père, de la Grande Duchesse, Tu n'es pas beau, de la Péricole, et puis tout ça sont des airs évidemment qui ont été mis en valeur par Anton Schneider. Hein. Voilà. Alors sur sa postérité, ce qu'on apprend aussi, c'est que quand même il a eu des orchestrateurs de son vivant. Il n'a pas tout orchestré. Il a eu des orchestrateurs. Ça, on le dit rarement parce qu'on ne veut pas briser le mythe, mais si, il a eu affaire à des orchestrateurs, notamment à Varnet, qui écrira, lui, Les Mousquetaires au couvent, qui était le chef d'orchestre de l'orchestre d'Offenbach, notamment au Bouffe parisien, et qui orchestrera pas mal de partitions pour Offenbach. Et puis, il y a ceux qui arrangeront aussi, à partir des mélodies d'Offenbach, plus tard, alors là, comme Olivier Métra ou Philippe Musard, qui feront des adaptations des chansons, des airs connus et publics d'Offenbach. On va se servir aussi des partitions d'Offenbach, justement revues par Olivier Métra,
pour faire les ouvertures de concerts. Vous voyez, comme on fait, par exemple, le concert du Jour de l'An à Vienne, où on finit toujours par la marche de Radetzky. Et ben là, on commençait toujours un concert avec un air d'Offenbach. Voilà. Donc, c'est un personnage qui a une vie trépidante, hein, haute en couleurs, mais qui aimait passionnément la musique, qui aimait l'opérette et les chanteurs, et qui n'a fait que composer et inventer toute sa vie, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il a toujours du succès de nos jours. Maintenant, il est dans le domaine public, donc on peut réadapter comme on veut les ouvrages. Je sais pas Est-ce si les gens que font le mieux. les textes étaient de lui? Non. Non, les textes, c'est Mellack et Halévy. Voilà. Mais les idées sont dues à la base, comme souvent. Bon, bien sûr. Souvent, parce que vous avez une idée de chanson par rapport à Voilà. un scénario, en fin de compte, hein, Ouais. un scénario. Et en composant, vous avez souvent des paroles qui vous viennent, Oui. sans en avoir la suite, mais au moins avoir le début pour commencer à écrire une chanson. Donc, souvent les librettistes travaillent d'un côté, le compositeur de l'autre. Après, on met tout dans la même boîte, Bien sûr. on secoue, et puis il en ressort une pièce, quoi. Mais Bien sûr. souvent, le compositeur est à l'origine de la premières pièce, paroles, des premières quoi, paroles, des- oui, des voilà. premières paroles, oui. Très bien. Encore. Quelles sont ces opérettes jouées encore aujourd'hui? La Belle Hélène, Mhm. La Vie parisienne, La Péricole et La Grande Duchesse. De temps en temps, La Fille du Tambour-Major, mais vraiment celle qui se joue encore beaucoup, La Belle Hélène, La Vie parisienne. Ça, c'est les deux titres phares. En respectant les mises en scène prévues à l'époque. Ah non. C'est un peu modernisé. Non, c'est Non, modernisé. c'est Non, Bien les sûr. mises en scène. Alors, il y a 36 000 mises en scène. Chaque metteur en scène a une Bien vision sûr. différente. Moi, où je ne suis pas d'accord, c'est quand on... J'aime pas trop qu'on pense à la place des auteurs, quand même. Les auteurs ont une idée de leur ouvrage. On ne doit que les mettre en valeur. Or, beaucoup changent les textes, font des mises en scène abracadabrantes, etc. C'est pas parce que les sujets d'Offenbach étaient des sujets traités avec humour qu'on doit en faire des potaches. C'est pour moi, c'est pas le style. Or, tous ceux qui s'y sont essayés, comme Jérôme Savary ou des gens comme ça, qu'ont-ils fait? Ils ont fait n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que inventer, mais ça sert à quoi? Est-ce que ça met l'ouvrage en valeur? Bien sûr. Non. Si ça sert la pensée des auteurs, si ça sert les chanteurs, oui. Mais si c'est simplement pour faire le buzz, comme ils disent, moi, ça ne prend pas. Bien Moi, sûr. ça ne prend pas. Je suis pour une mise en scène, pas traditionnelle, moderne, avec des idées, mais qui respecte l'ouvrage. Très Oui. bien. Bien. La prochaine pourrait- fois, dans votre histoire de l'opérette, que pensez-vous aborder? Je pense qu'on pourrait faire un tour au Pays du Soleil avec Vincent Scotto, Oui, pourquoi pas. hein, qui Vincent Scotto. nous a La quand prochaine même fois, ouais, inondé de mélodies extraordinaires aussi. Hein. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Mais merci à vous et puis à très rendez-vous bientôt. à très bientôt. Hein.